problèmes viennent essentiellement des traités européens et de la politique que suit la Commission européenne en vertu des traités européens. Vous savez, j'ai été candidat à l'élection présidentielle en 2017. J'évoquais les articles des traités, notamment s'agissant de l'agriculture, l'article 38 et l'article 39 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Et si vous lisez ces articles, vous apercevez que la politique agricole consiste à faire de l'agriculture une activité uniquement destinée à produire de l'argent et de plus en plus d'argent. À aucun moment dans les traités européens, il n'a été question d'intégrer, par exemple, le principe de l'identité nationale, de la qualité gustative des aliments, du maintien de la population active en zone rurale, du maintien d'un socle minimum d'agriculteurs. La seule loi qui découle des traités européens, c'est la loi du profit maximal. Voilà. Et donc, par application de ça, on a ce que l'on pouvait en attendre, c'est-à-dire une agriculture qui devient de l'agro-business, la disparition programmée de tous les agriculteurs familiaux, et c'est un véritable drame. Le nombre d'exploitations familiales disparaît à toute allure au profit de très grands conglomérats détenus, bien entendu, par des grandes entreprises multinationales, souvent d'origine américaine. Donc le drame de l'agriculture, le drame numéro un, je ne dis pas que c'est le seul, c'est cela. Et en particulier, on le voit bien, il n'y a aucune protection de nos agriculteurs. On pourrait avoir un système, moi je ne suis pas contre les importations, mais le libre-échange, il ne faut pas que l'on importe au moment du pic de production en France, par exemple, de tomates ou de fruits, qu'on importe au même moment des légumes ou des fruits qui sont produits avec des coûts de main-d'œuvre extrêmement bas venus d'ailleurs, parce qu'à ce moment-là, on est en train de tuer toute la production française en matière de légumes, en matière de... Donc il faudrait avoir un protectionnisme intelligent. C'est-à-dire pas un protectionnisme constant, mais un protectionnisme intelligent. Il faudrait que la France puisse aussi, par exemple, appliquer de façon discrétionnaire qu'elle marque les origines. Or, vous avez beaucoup de... Je pensais, par exemple, aux tomates, les petites tomates cerises. Vous avez une forte concurrence du Maroc. Il faut prendre une loupe pour découvrir que c'est du Maroc. Voilà, donc la France devrait pouvoir se défendre. Je fais partie des innombrables Français qui n'ont plus aucune confiance dans ce que dit M. Macron. Quant à Le Maire et Attal, ce sont des larbins. Mais Macron aussi, Macron ne défend pas les intérêts du peuple français ni de la France. On le voit dans tous les domaines, y compris, et c'est très grave en matière internationale, parce que Macron maintenant veut quasiment nous envoyer au casse-pipe face à la Russie. Mais pour ce qui concerne les annonces faites, par exemple, l'affaire sur le prix plancher, mais tout ça, le problème de Macron, c'est qu'il lance des idées qui ne seront pas suivies des faits, parce qu'il faudrait, pour la plupart des idées qu'il lance, avoir l'accord des 26 autres États. Or, on ne l'aura pas. Et à supposer même, s'agissant par exemple du prix plancher, qu'il y a un prix plancher européen, il n'en demeure pas moins qu'il y a des accords de libre-échange avec le monde entier qui, eux, ne respecteront pas le prix plancher européen. Donc on ne peut pas avoir une chose et son contraire. On ne peut pas à la fois poursuivre une chimère qui est de la construction d'un État-nation fédéral de 27 États dont les intérêts sont divergents, et par ailleurs prétendre continuer à défendre les intérêts du peuple français. C'est contradictoire. On l'a vu dans tous les domaines. Maintenant, c'est le cas de l'agriculture, mais regardez ce qui s'est passé avec l'industrie. L'industrie est quasiment en voie de disparition en France. Parce que le problème, c'est que la France n'est plus maîtresse d'elle-même. Nous sommes dirigés d'abord par une oligarchie qui a mis en place des dirigeants. Je suis désolé, Macron, il a été élu certes par les Français, mais dans quelles conditions? Moi, je sais que j'ai été candidat à l'élection présidentielle en 2017. J'ai eu droit à 0% du temps de parole jusqu'à un mois avant l'élection. Et quand j'ai eu les 500 parrainages, j'ai eu droit à 0,8% du temps de parole. De telle sorte que lorsqu'on est arrivé à l'élection, il y avait peut-être que 4 à 5% des Français qui me connaissaient, qui s'étaient intéressés à ce que je disais. Macron, lui, 2 ans avant, il a eu droit à un matraquage médiatique intense. Il a eu plus de 25% du temps de parole. Donc, et là, ça recommence. Ici, par exemple, pour les élections européennes qui vont avoir lieu, nous, on a une liste qui... on dit toujours la même chose depuis 17 ans sur la sortie de l'Union européenne qui est à la sortie de l'OTAN. Nous sommes totalement invisibilisés. Et en revanche, les médias mettent en avant, d'une part, évidemment, le gouvernement, mais d'autre part, ce que nous appelons des faux opposants, au premier rang desquels M. Bardella, qui fait l'objet d'une promotion inouïe, alors que si vous regardez très précisément ce qu'il dit et ce que dit le Rassemblement national, c'est exactement la même chose que Macron. Il veut rester dans l'Union européenne, rester
rester dans l'euro, rester dans l'OTAN, soutenir l'Ukraine. D'ailleurs, au Parlement européen, ils ne se sont pas opposés au versement de nouveau 50 milliards d'euros à l'Ukraine. Nous aurions des députés au Parlement européen, on aurait voté contre. Voilà, donc en fait, ils jouent une espèce de protestation factice, mais si un jour Madame Le Pen arrive à l'Élysée, vous verrez que 6 mois après, les Français seront incroyablement déçus, comme c'est le cas en ce moment en Italie. Les Italiens, ils ont élu Madame Meloni. Alors, on allait voir, paraît-il, qu'elle était populiste, elle s'opposait à l'immigration, c'était ci, ça. En fait, c'était rien du tout, quoi. Ce sont des faux opposants. Regardez la Suisse. La Suisse est qui n'est pas dans l'Union européenne, c'est un pays qui exporte énormément. Regardez le Royaume-Uni depuis le Brexit, c'est un pays qui exporte beaucoup, qui a d'ailleurs un moindre déficit commercial que la France. Donc l'idée selon laquelle sortir de l'Union européenne, ça voudrait dire se renfermer et entrer au Carmel et ne plus voir personne, c'est une idée folle. Voilà, la plupart d'accord. Regardez tous les pays d'Europe, la Norvège, l'Islande, le Royaume-Uni, la Suisse, qui ne sont pas dans l'Union européenne et qui se portent mieux que nous statistiquement. Ce que je voudrais, si vous voulez, dans un premier temps, c'est que je voudrais qu'il y ait un débat qui ait lieu. Or, le débat n'a pas lieu. Monsieur Attal est passé hier au Salon de l'Agriculture, il a dit la sortie de l'Union européenne, ce serait une catastrophe pour l'agriculture. Fermée. Il n'y a aucune explication, aucun raisonnement, aucun débat, aucun contradicteur, parce qu'ils savent qu'ils ont peur, parce que leur dossier ne tient pas la route. Quand on voit l'argent que coûte en milliards, en dizaines de milliards d'euros, ce que ça coûte à la France d'appartenir à l'Union européenne, ce que nous coûte actuellement le soutien à l'Ukraine, enfin, le monde agricole est quand même scandalisé d'apprendre que Macron a promis 150 millions d'euros. On ne sait pas d'ailleurs si ça ne sera jamais versé. Au même moment, il remettait 3 milliards d'euros à l'Ukraine. Enfin, qu'est-ce que c'est que ça ? Macron, il est quoi ? Il est le président de l'Ukraine ou le président de la France ? Voilà. Donc nous, on dit, laissez-nous débattre. Et pour qu'il y ait un vrai débat, imposer. Il faut que les Français, ils comprennent que s'ils votent pour le RN, qui avait eu 23 députés ou 22 députés en 2019, si là il y en a 25, ça ne changera rien. M. Bardella n'a rien fait pendant 5 ans, ça ne changera rien. Si nous, à la surprise générale, on a quelques députés, s'il faut dépasser 5%, je peux vous dire que ça va déménager. Parce que nous, on n'est pas des complices. Voilà. Nous, on fera du Nigel Farage. Voilà. Et de toute façon, les agriculteurs ont tout à gagner à voter pour nous. Puisque de toute façon, le Parlement européen n'a pas beaucoup de pouvoir. Donc ce ne sont pas des élections déterminantes. Mais ça permet d'envoyer des messages fondamentaux, y compris, par exemple, sur la paix. Nous sommes un mouvement depuis 17 ans qui est proposant de sortir de l'OTAN. Là, je sens un peu du cadre agricole, mais enfin, tous les agriculteurs sont aussi, la plupart sont des pères de famille. Ils n'ont pas envie d'envoyer leurs enfants au casse-pipe. Bon, c'est une honte ce qui se passe. Or, sur la scène politique française, vous avez le Rassemblement national, Zemmour, Mélenchon, ils sont tous pour l'Ukraine contre la Russie. Nous, on dit ça ne nous concerne pas. Nous n'avons pas à nous occuper de ça. Nous n'avons pas à donner des milliards. Nous avons à nous occuper déjà de nos propres affaires. Et contrairement à ce que l'on dit, on raconte des salades sur Poutine. Je ne suis pas là pour soutenir Poutine, mais je ne suis pas là non plus pour reprendre le narratif occidental. Poutine n'a aucune envie d'envahir toute l'Europe comme on l'a décrit. Qui est-ce qui a commencé à agresser l'autre ? C'est pas Poutine. Regardez, on apprend maintenant par le New York Times que la CIA a créé une douzaine de bases le long de la frontière ukrainienne avec la Russie dès la révolution du Maïdan, qui a d'ailleurs été pilotée par les États-Unis. Donc la réalité, ce n'est pas Poutine qui a commencé la guerre, c'est l'OTAN pilotée par les États-Unis qui veulent en fait déstabiliser la Russie depuis l'Ukraine. Il est là le problème. Nous, ça ne nous concerne pas. Alors le fait qu'ils viennent au salon de l'agriculture a été perçu par beaucoup d'agriculteurs comme une provocation. Qu'est-ce qu'il a fait depuis 7 ans pour les agriculteurs ? Rien. D'abord parce qu'il ne peut plus rien faire puisque nous sommes tenus par les traités européens. Il faut bien comprendre que les Français n'ont plus un chef d'État. Ils n'ont plus Charles de Gaulle. Ils ont quelqu'un qui est devenu le gouverneur de la province France, d'un espace colonisé par les États-Unis d'Amérique. Nous sommes devenus, sans que personne ne nous l'ait dit, nous sommes devenus une colonie. La France, elle subit, c'est une espèce de ruse de l'histoire, elle subit au XXIe siècle ce qu'elle a elle-même fait subir aux colonies au XVIIIe ou au XIXe siècle, notamment en Afrique ou en Amérique. Moi, j'ai créé un parti politique il y a 17 ans.
pour faire sortir la France de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN. Ce parti a été toujours ouvert à tout le monde. On a d'ailleurs des Français venant de tous les horizons, de droite, du centre, de gauche. D'ailleurs, nous avons toujours été classés par le ministère de l'Intérieur comme en divers, au-dessus du clivage droite-gauche. Il y a des gens, notamment M. Philippot, mais pour parler de lui, mais il n'est pas le seul, qui 10 ans, 12 ans, 15 ans après se sont réveillés et au lieu, tout naturellement, de rallier l'UPR, ont créé leur propre parti politique pour plagier 90% de notre programme et pour se dire qu'ils allaient en fait prendre notre place. Ça ne s'est pas passé comme ça. Voilà. Et maintenant, comme ça ne marche pas, ils viennent essayer de nous dire il faudrait qu'on fasse alliance avec eux. Mais pourquoi est-ce qu'ils ne nous rejoignent pas ? Monsieur, alors accessoirement, nous avons toujours dit que l'un des problèmes de la France, c'est que les Français ne croient plus en la politique. Parce que les Français, ils sont habitués à voter pour des responsables politiques qui, en fait, une fois qu'ils sont élus, ne tiennent pas leurs promesses. Moi, j'ai créé un parti, c'est inscrit dans nos statuts pour faire sortir la France de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN. Donc, je ne vais pas faire alliance. Et quand je dis moi, c'est pas uniquement moi, c'est le bureau politique qui prend les décisions dans notre parti. Nous n'allons pas faire d'alliance avec des responsables d'autres partis politiques qui ne veulent pas sortir de l'Union européenne. Il y a des gens qui me disent vous devriez faire l'union des droites. Mais d'abord, nous, on n'est pas spécialement de droite. On s'inspire du Conseil national de la résistance de 1943-44. On est au-dessus du clivage droite-gauche. Mais surtout, pourquoi est-ce que je ferais alliance avec M. Bardella, par exemple, qui refuse de sortir de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN. Et si vous regardez bien, Bardella, c'est exactement Macron. Il n'y a plus aucune différence. Voilà. On a les médias qui font croire qu'il y a une différence, mais il n'y a plus de différence. C'est pareil pour Mme Marion Maréchal. Elle ne veut pas sortir de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN. C'est pareil pour M. Dupont-Aignan. Voilà. Donc, si vous voulez, les autres n'ont qu'à nous suivre. Et je vais vous dire, en fait, au moment des élections, les Français, ils s'en fichent pas mal des combinaisons d'appareils. Ce qu'ils veulent, c'est une dynamique. On a une dynamique en ce moment qui est très forte et un ralliement. Et nous, on est en train en ce moment de composer une liste. Elle est d'ailleurs bientôt finie. Mais il faut la déposer juridiquement entre le 6 mai et le 17 mai. Donc on a encore le temps pour la déposer. D'ailleurs, aucune liste n'a été déposée puisqu'il faut attendre le 6 mai. On a une liste de large rassemblement. C'est-à-dire qu'il y a à la fois des membres de l'UPR, mais il y a aussi des gens qui ne sont pas à l'UPR. Je pense que les observateurs verront qu'il y a des petites surprises auxquelles ils ne s'attendent pas.